Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre webinaire Microage parle technologie. Comme le titre l'indique, le focus est centré sur la reconnaissance des tentatives d'hameçonnage. Nous présentons ce webinaire plusieurs fois par année. Pourquoi? Parce que 74 des violations impliquent les humains et que l'hameçonnage reste l'un des trois principaux moyens utilisés par les cybercriminels pour pénétrer les organisations. Les deux autres, pour ceux qui sont curieux, c'est le vol d'informations d'identification qui est un peu causé par du phishing et l'exploitation des vulnérabilités. Non. Sergio, aide-moi. Vulnérabilité. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons passer un peu de temps à vous montrer comment reconnaître l'hameçonnage. Donc, mon nom est Maria Fiori, je suis directeur des opérations chez Microage et je suis accompagnée par Sergio Lima, directeur succès à la clientèle. Bienvenue, Bonjour. Sergio. Bonjour. Donc, avant de débuter, quelques petites notes. Tout d'abord, tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Nous vous encourageons à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet Questions de l'outil du webinaire. Ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter ou le partager avec des collègues qui pourraient en bénéficier. Du même coup, nous allons vous envoyer le lien vers le livre électronique gratuit que nous vous offrons aujourd'hui. Et dernièrement, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires. Vos commentaires sont importants pour nous et ils nous aideront à améliorer nos prochains webinaires. Alors, s'il vous plaît, prenez une minute pour nous faire part de vos commentaires. Avant de passer la parole à Sergio, je prends une petite minute pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui nous ne connaissent pas. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 38 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis 1981. Pour nous, il est essentiel de comprendre votre organisation, vos opérations, vos clients, votre personnel, vos objectifs, vos défis, vos opportunités. Comprendre votre organisation nous permet de recommander et fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. Donc, voilà en quelques mots qui nous sommes. Et avec ça, je vais passer la parole à Sergio. Merci beaucoup, Maria. Bonjour à tous. Bienvenue à cette autre session du jeu. En fait, là, c'est ça. J'adore je vais dire, je m'en allais dire, j'adore le mois d'octobre parce que c'est le mois de cybersécurité. Je ne devrais pas l'adorer parce que on ne devrait pas être ici en train de parler de la cybersécurité. Là. J'aimerais ça que ce soit le monde parfait puis que tout le monde soit capable de travailler sans se faire hacker ou compromis. Mais malheureusement, il faut parler de tout ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, comme d'habitude, on va parler au niveau des statistiques, les impacts, comment créer le pare-feu humain et évidemment, on va passer à travers une série de questions et de courriels qu'on a pour vous, que vous êtes obligé, vous serez en mesure de déterminer si c'est fraude ou légitime. Et ensuite, on va juste le faire au niveau des questions et réponses. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la petite boîte en bas à droite et on va vous répondre au fur et à mesure que ça rentre. Donc, on parle des statistiques. C'est un peu les mêmes statistiques qu'on répète depuis quelques années. Par contre, il y a des chiffres qui changent, mais il y a certains chiffres qui sont toujours assez élevés puis alarmants un peu. Là. Si on parle de quasiment 90% des organisations canadiennes qui ont subi une forme de cyberattaque en 2022, ça va être la même chose en 2023, une fois que l'année va être faite. Là. Moi, je ne vois pas un changement drastique en termes de compagnie. Tout le monde se fait hacker. Encore une fois, on répète, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Fait que qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, il faut se préparer pour ça. Ce webinaire fait partie de plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour essayer de limiter ou de baisser les vulnérabilités, baisser vos risques, etc. Mais en sommaire,
Vous voyez, c'est ça. Là, en haut, à droite, 85% des organisations canadiennes s'attendent à être touchées par une cyberattaque en 2023. Fait que ça a l'air à rouler quasiment la même chose comme du 90% d'ici la fin de l'année. Sinon, si je regarde au niveau le chiffre au milieu en bas, le 50% des incidents utilisant le modèle d'ingénierie sociale, qui est le phishing, en fait. C'est vraiment des attaques de compromis au niveau du courriel. Fait que c'est un courriel que quelqu'un reçoit, qui clique sur un lien, qui est redirigé vers un lien, qui possiblement va télécharger des scripts ou un logiciel malveillant, ou qui pousse l'usager à cliquer sur certains liens pour fournir de l'information. Et c'est de cette façon-là que les criminels vont rentrer dans votre environnement. Mais ce qui est Oui. intéressant avec cette statistique-là, Sergio, c'est que 50% de ces phishing-là, c'est ce qu'ils appellent le business email compromise. Fait que Oui, ils oui. visent à vous trick, comment on dit ça, pour, Truqué, ouais, ouais, pour essayer de vous faire envoyer de l'argent, pour frauder, dans le fond. C'est exactement, ça. Fait que exactement. 50%, c'est beaucoup, là. Ouais. Puis c'est sûr que nous, on voit ça toujours dans l'aspect, les courriels qu'on se fait envoyer par le président qui a besoin de l'argent ou des cartes de cadeaux ou quoi que ce soit. Puis le monde dit, mais c'est impossible, ça marche pas toujours, mais ça continue de marcher, ça. Fait que nous, on le voit Mais quand ça même. peut être un email, tu sais, des fois, Ouais. tu reçois un email d'un fournisseur. Tu sais, C'est ça. ça a l'air tout beau, ça a l'air d'un Ouais. vrai fournisseur, ça a l'air d'une vraie personne. Euh, Changement de compte, paiement à faire, c'est c'est ça. ça. Ils ont un petit peu assez d'informations pour vous truquer pour que vous puissiez prendre les prochaines étapes et effectivement ouvrir la porte pour eux autres. On parle de ça souvent, c'est le tournoi Gun Fishing de Terra Nova qui fait ça chaque année. Ils sont en train de le faire en ce moment, si je ne me trompe pas. Oui. Vous pouvez vous enregistrer vous-même, vos employés, à se faire hameçonner par eux autres. Puis le but vraiment, c'est aléatoire, c'est envoyé à différents moments du jour où vos utilisateurs ne sont pas au courant de quand ça arrive, mais le but, c'est de voir si vos employés sont vigilants ou sont toujours est-ce qu'ils sont assez informés pour ne pas cliquer sur certains courriels. Je suis content de voir que cette année versus l'année passée, il y avait 20% des participants qui ont cliqué sur des liens malveillants. Cette année, ou en fait, on parle de l'année passée 2022, parce que là, on fait le 2023. Ça, c'est des statistiques de 2022. Fait que 2021, c'était du 20%. 2022, c'était juste 4%. Mais encore une fois, 4% sur 1,2 million, c'est quand même 4 à 5 personnes pour chaque 100 employés que vous avez. Puis de ces 4%-là, ben, il y a toujours la moitié de ces personnes-là qui ont cliqué jusqu'au bout, jusqu'au lien, ils ont rentré les données, ils ont rentré les informations, soit nom d'usager, mot de passe ou d'autres choses, fait qu'ils ont été jusqu'au bout. Et c'est ça le problème. Ces gens-là, il faut toujours se souvenir que ça prend juste une personne pour être capable de donner accès à ces gens-là. Puis là, ils rentrent dans votre environnement, puis ils peuvent faire des dommages. C'est ça l'aspect où ce qu'on voit, OK, il y a un positif dans tout ça, c'est que avec l'industrie puis avec le monde qui sont plus sensibilisés à faire de la formation, puis faire des tests d'hameçonnage, bien, on commence à diminuer le nombre de personnes qui cliquent sur les liens, mais ça reste qu'il y a quand même un pourcentage du monde qui continue de cliquer là-dessus. Le but, évidemment, c'est d'aller à zéro. Est-ce qu'on va l'atteindre? Je ne sais pas. Mais il faut vraiment diminuer le troisième statistique, qui est le 44% de ces gens-là qui ont vraiment rentré des données pour faciliter l'entrée à ces cybercriminels. Donc, comment qu'on... Fait que, Avant d'aller là, je ne sais pas, Maria, tu avais une question, hein? ouais, ben, je voulais Ouais. peut-être rendre ça un peu plus réel ou plus que le monde peut se connecter un peu parce que des statistiques, c'est beau,
on les voit, on les entend, on entend aussi à la télévision, à la radio constamment que quelqu'un s'est fait attaquer, des grosses compagnies, puis tout ça, mais ce que je voulais faire, peut-être avoir une petite discussion avec toi, Sergio, pour rendre tout ça un peu plus vrai pour le monde. Donc, si je te demande à ta succursale, parce qu'on a 38 succursales à travers le Canada, hein, mais dans la succursale où tu es, Sergio, combien d'incidents as-tu vu au cours des derniers mois, dans les derniers, mettons, 9 mois à peu près? Je vais déboutonner mon chandail pour être capable de parler de ça parce que c'est assez grave comme situation. OK, c'est ça. Je ne peux pas parler des autres succursales de microage, mais ici, à Laval, ce qu'on voit, c'est de 1 à 2 incidents majeurs par mois de clients gérés et non gérés. Donc, c'est pas parce que vous êtes géré que vous êtes à l'abri. C'est pas parce que il n'y a aucune différence. Ce qui est commun dans tout ça, c'est qu'il faut vraiment il faut implanter des solutions de sécurité en place. Il faut investir dans la cybersécurité afin de diminuer vos chances de se faire attaquer. Mais on le dit tout le temps, il n'y a pas de garantie à rien, sauf que tu vas essayer de mettre les chances de ton côté. C'est ça le but. Donc, si tu avais à regarder les instants que vous êtes impliqués, que vous avez été impliqués, qu'est-ce qu'ils ont en commun? De toutes si je regarde les 4 ou 5 majeurs qu'on a reçus cette année, c'est un mix 50-50% au niveau machines qui ne sont plus supportées par le manufacturier. Je donne un exemple, des serveurs 2008, des machines, des postes de travail à Windows 7, des applications qui ne sont plus supportées et ne sont pas patchées. Fait que ça c'est comme une moitié. L'autre moitié, malheureusement, c'est via phishing, fait que via hameçonnage. C'est vraiment l'aspect, un courriel qui a été reçu par un employé, qui ont cliqué, ils ont été jusqu'au bout, qui ont donné des informations qui a facilité l'entrée dans leur réseau. Et ensuite, les criminels, ils ont causé des dommages, soit qu'ils ont entendu un peu, ils ont arrêté les sessions de backup, ils ont tenté d'effacer ou enlever certains backups. Ils ont encrypté les données. Je ne peux même pas dire qu'il y a une industrie en commun dans tous ces clients-là. C'est du n'importe qui. Puis, je ne peux même pas dire c'est X nombre d'usagers, c'est du n'importe qui. J'ai des clients à 20 usagers, j'ai des clients à 300 usagers qui se sont fait frapper de la même façon. C'est sûr que ce que je vois plus commun, c'est l'aspect ne pas investir au niveau de la sécurité comme l'antipourriel, antivirus, les correctifs, les mises à jour au niveau des correctifs, des dispositifs. Quoi d'autre? Évidemment, l'hameçonnage, le manque de formation au niveau du personnel parce qu'ils ont cliqué sur plusieurs choses. Puis c'était carrément des courriels relativement simples à voir que c'était vraiment quelque chose de pas correct. C'est ça qui s'est produit avec ça. Puis ce que le monde ne réalise pas, c'est que je ne sais pas si tu voulais me poser cette question, Maria, mais le nombre d'argent en frais pour la réponse de cet incident ou ces incidents-là est énorme pour certains de ces clients-là. Si je parle d'une firme de 300 usagers qui avait, on va dire, entre 50 et 75 serveurs, c'est une grosse firme avec beaucoup de serveurs, des applications, des bases de données et tout, se sont fait frapper par des vulnérabilités au niveau des serveurs. Puis quand ils ont rentré, cette entité-là, côté manufacturier / distributeur, ils ont été down, non fonctionnels pendant 2 semaines. Oui, il y avait un backup. Heureusement, il y avait des backups, mais c'est parce que ça prend du temps pour recouvrir ou restaurer toutes ces données. Et pas juste ça, parce qu'il y a encore, on a parlé de ça dans l'autre webinaire, Maria, l'aspect, on ne peut pas juste décider de restaurer des fichiers et tout revient à la normale. C'est parce que là, ça implique les assurances, ça implique une firme spécialisée, ça implique
des avocats, ça implique une procédure qu'il faut mettre en place. Puis quand on restaure certaines choses, bien, il y a des validations, confirmations, est-ce que les données sont compromises? Et il faut les tester avant de les mettre en fonctionnel. Après ça, bien, on remet une machine ou deux. Bien, cette machine-là est dépendante sur une autre machine qui n'est pas fonctionnelle. Fait qu'on, encore une fois, c'est long comme étape. Fait que j'ai des Mais clients qui ont été dans 2, 3 jours, j'en ai d'autres qui ont été dans 2, 3 semaines. mais c'est Des dizaines de milliers de dollars d'investissement de services. mais le processus est pareil. Tu peux C'est pas pareil. dire Ouais. on va le backup est là, on va tout mettre en place parce qu'il faut faire toutes les vérifications pour être sûr que Ouais, il n'y a pas encore c'est ça. du malware ou Ben, c'est ça. Le les première étape, cybercriminels ne sont pas encore là parce c'est ça. on le voit aussi souvent, là, Ouais, juste parce qu'ils t'ont demandé un rançon et vous l'avez payé, ça ne veut pas dire qu'ils sont partis exact. Parce nécessairement. qu'une fois qu'on détecte qu'on s'est fait compromise, ben, ensuite, ben, c'est sûr il y a comme une espèce de analyse ou scan qu'il faut faire dans l'environnement pour essayer d'enlever ce qui est dans votre réseau. Puis ça, des fois, ça risque de prendre longtemps avant de tout faire. Malheureusement, pour faire ça, ben, il faut vraiment arrêter les connexions. Il faut vraiment il faut arrêter le tout là, pour faire tout ça correctement. Sinon, ça se propage continuellement. Et ensuite, ben, il y a tout le processus de validation, de restauration, de tester si les applications fonctionnent, est-ce que tout va bien, etc. Puis ça, je ne compte même pas le perte de revenus que ces clients-là ils ont subi. De notre côté, on n'a aucune idée le nombre d'argent qu'ils ont perdu ou s'ils ont perdu des clients ou quoi que ce soit, ou Ouais, la la réputation de réputation. cette. C'est ça. Fait que ça, je ne peux pas l'évaluer, mais c'est sûr que si je regarde en chiffres, c'est des dizaines de milliers de dollars d'investis dans services professionnels pour la réponse aux incidents de notre côté et au niveau, une firme de sécurité qui est d'habitude habituellement est toujours là parce qu'on appelle les assurances, puis eux autres impliquent une firme extérieure pour faire la validation de tout ça. Fait que ça coûte cher. Oui, on a des assurances pour ça, mais en même temps, c'est pas des bonnes assurances Oui, qu'on veut c'est pas ça déclencher. qu'on veut Non, nécessairement, right? c'est ça. Exactement. Puis, il ne faut pas oublier aussi, si vous avez une cyberassurance, puis euh, il vous a donné une liste de les éléments de base C'est qu'il faut sûr. mettre en Les place. contrôles. Les contrôles, si vous avez mis tout ça, parfait. Mais si vous n'avez pas mis tout à fait comme qu'ils ont demandé, ben là, ça se peut qu'ils ne vous payent pas. Fait que ça, c'est l'autre aspect. Euh, fait que Juste avant qu'on passe à d'autres choses, Valérie demande qu'est-ce que vous considérez comme incident majeur? Ce que je regarde, les 4 ou 5 derniers, les majeurs pour nous, c'est tout ce qui concerne un environnement qu'on n'est pas capable de se remettre en place la journée même, mettons. Parce que j'ai peut-être eu un client qui dit OK, je suis down pour 2 jours. Euh, on peut s'organiser autrement, mais j'en ai d'autres il y a une forte dépendance au niveau du TI. Et sans ça, ils ne peuvent rien faire. Fait que pour nous, tout ce qui est majeur, c'est au-dessus d'une journée de down pour nous. OK. Fait que c'est ça. C'est Je voulais. relatif à leur business, en fait. Excuse-moi. C'est Excuse-moi, Sergio, relatif à vas-y. C'est correct. C'est relatif à leur business. Hein. Ça dépend si vous pouvez vous permettre d'être non fonctionnel pendant des jours ou pendant des heures. Ça dépend de votre entreprise. Fait que avec cette discussion-là, dans le fond, ce que je voulais amener au monde, c'est un peu de réalité, là. Ça implique, ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Oui, Et c'est pas nécessairement juste des grosses boîtes, des jardins, puis des Equifax et tout ça, là. oui, C'est vraiment n'importe qui. Et l'impact que ça a sur l'organisation, sur l'entreprise est quand même majeur. oui. C'est ça. Fait Puis, qu'avec cet optimiste-là, optimisme, là, on peut peut-être continuer. oui. Fait que le message pour aujourd'hui, c'est vraiment de créer un pare-feu humain. Comment qu'on peut éviter ce genre d'incident-là chez vous? C'est avec la sensibilisation, c'est avec la création du parfum humain que vos employés sont plus sensibilisés avec de la formation, éducation. On va les hameçonner, on va
on va valider s'ils ont bien compris la formation, ça sort des rapports, on a des campagnes d'hameçonnage qu'on envoie régulièrement à nos clients et suite à ça, bien, on détermine c'est quoi les vulnérabilités, est-ce qu'on a certains employés qu'il faut peut-être donner plus de formation, est-ce qu'il y a peut-être un différent type de contenu qu'on doit publier pour vos employés pour que, selon votre industrie, j'utilise, mettons, un exemple, si vous avez un département de comptabilité, que vous n'êtes pas sûr si vos employés sont sensibles au niveau de la sécurité avec des transferts d'informations au niveau des banques, paiements, factures, bien, il y a du contenu pour ça, il y a des questions sur ça, on peut faire des campagnes d'hameçonnage en ciblant votre département de comptabilité. Fait que ça, c'est juste un exemple qu'on peut faire au niveau de la formation. Puis le but, c'est pas vraiment de taper les mains de tout le monde, mais c'est juste de les former pour qu'ils soient plus vigilants. Donc, avec ça, on peut commencer notre petit jeu que j'adore toujours. Êtes-vous prête? Oui. Donc, il y a 6 questions. 6 questions. C'est 6 questions de sécurité, ouais. Oui, 6 questions de sécurité. Et en passant, ces questions-là, ça fait partie du contenu au niveau de la formation. Fait que quand on reçoit la formation, bien, à la fin de chaque contenu, chaque sujet, il y a des 4 ou 5 questions que l'usager se fait poser. Mais ces questions-là, on les sort directement du portail de formation. Fait que c'est relatif ça vous donne une idée au niveau de la type de contenu ou type de questions que les employés risquent de voir. On va commencer avec ça. On pose la question, on vous donne les réponses. Vous allez décider que c'est quoi la réponse. Maria va activer le sondage, puis vous Oui. répondez, puis ensuite on vous donne le résultat de tout ça. Donc, première question. Si vous cliquez un lien dans un courriel suspect et vous êtes redirigé vers un site d'hameçonnage, vos infos seront volées. Vrai ou faux? Donc, et voilà. Donc, la question, si vous cliquez un lien dans un courriel suspect et vous êtes redirigé vers un site d'hameçonnage, vos infos seront volées. Vrai ou faux? Et les réponses rentrent assez vite quand même. On va te donner quelques secondes de plus. Bon. Je pense qu'on a quand même presque tout le monde. OK. Fait qu'on va arrêter. Et on va présenter, on va présenter le Les résultats? résultat. Fait que Ouais. c'est quasiment 50-50. On a vrai 48%, puis faux 52%. Donc, et la vraie réponse est? La vraie réponse, c'est faux. En fait, même si vous cliquez par mégarde sur un lien ou bouton que vous êtes redirigé vers un site de phishing, c'est pas trop tard pour éviter d'être la proie d'un véritable attaque. Là, en fait, les sites, les landing pages qu'ils appellent, là, les sites de même, c'est étape 1 qui fait partie d'un hameçonnage ou le vol d'informations. Ce qu'ils veulent ensuite avec cette page-là, c'est que vous rentrez les informations pour que ça soit plus facile. Il ne faut pas oublier, les cybercriminels, ils ne veulent pas trop travailler. Il faut qu'ils attaquent le plus nombre de personnes possible. Mais s'il faut que ça soit des liens avec des scripts, avec des batch files et tout, ça nécessite plus de travail pour eux autres. Fait que c'est juste plus simple pour eux autres d'avoir un site où ce que vous arrivez, vous rentrez les données, puis ensuite ça sauvegarde des données pour eux autres. Fait que vous travaillez pour les cybercriminels en rentrant vos informations. Fait que, une bonne partie des sites en ce moment, ce qui arrive, c'est quand on clique sur le lien, ben, c'est pas trop tard. C'est vraiment l'aspect quand on rentre nos données, nom d'usager, le mot de passe ou cliquer sur d'autres choses que l'étape 2 commence et là que ça commence à être problématique. Question 2. Une fois que le rançongiciel est activé sur votre ordinateur, fait que mettons, on a cliqué sur quelque chose, ça a commencé, qu'est-ce qu'il peut décrypter? Ou qu'est-ce qu'il peut crypter, excuse? Il y a une réponse. Ouais.
Les fichiers stockés sur l'ordinateur. Est-ce que je dois répéter les réponses? J'imagine Oui, que... vas-y, Ouais. puis on va mettre... Est-ce qu'il crypte les fichiers stockés sur l'ordinateur, les fichiers stockés sur l'ordinateur et sur le réseau, les fichiers stockés sur votre ordinateur et votre téléphone ou les fichiers stockés sur le réseau de l'organisation? Fait que le Est-ce qu'il sondage peut est maintenant crypter? parti. Fait que vous pouvez commencer à répondre. Fait que, une fois que le rançongiciel est activé sur votre ordinateur, qu'est-ce qu'il peut crypter? C'est une réponse, une bonne réponse existe. Est-ce que c'est fichiers stockés sur l'ordinateur, fichiers stockés sur votre ordinateur et sur le réseau de l'organisation, fichiers stockés sur votre ordinateur et votre téléphone et fichiers stockés sur le réseau et l'organisation? Donc, on a quasiment tout le monde. Bon. 5 secondes de plus. Et voilà. Fait que les gens ont répondu 7 pour fichiers stockés sur l'ordinateur, 75 sur fichiers stockés sur votre ordinateur et sur le réseau, 0 pour l'ordinateur et le téléphone et 18 pour fichiers stockés sur le réseau et de l'organisation. Donc, la bonne réponse. Ben, c'est un mélange du premier et le quatrième, en fait. C'est stocké sur votre ordinateur et sur le réseau. Fait qu'évidemment, ce qu'ils font, c'est que ils rentrent à partir de votre ordinateur et ensuite, parce que votre ordinateur est sur le réseau, ben, ils sont capables d'aller s'éparpiller partout puis faire les dommages dans votre environnement. Fait que c'est vraiment ça, c'est local et réseau qui est capable de crypter, en fait. Tout le monde avait raison au niveau ordinateur et téléphone parce qu'en fait, Oui. honnêtement, on n'a jamais vu ça, là, des téléphones qui ont été cryptés de notre côté. En tout cas, ça peut exister, mais pour nous, on n'a jamais vu ça, un cryptage au niveau du téléphone. Fait que c'est vraiment ça, ils sont capables de rentrer et infecter les deux. Là. Une fois qu'ils rentrent dans l'environnement, le but, c'est vraiment d'infecter les deux entités. L'aspect infrastructure, réseau, puis l'aspect poste de travail, utilisateur, vraiment d'arrêter le tout. Question 3. Quels sont les moyens les plus courants d'installer involontairement un rançongiciel sur votre ordinateur? Il y a plusieurs réponses. Okay. En ouvrant une pièce jointe malveillante, en visitant un site web malveillant, en installant une application infectée, en lisant un article en ligne. Donc, le sondage est maintenant ouvert. Et donc, quels sont les moyens les plus courants d'installer involontairement un rançongiciel sur votre ordinateur? Plusieurs réponses. Fait que, en ouvrant une pièce jointe malveillante, en visitant un site web malveillant, en installant une application infectée ou en lisant un article en ligne. Donc, on a presque tout le monde. Quelques instants encore. Bon, je pense qu'on a reçu toutes les réponses. Donc, on va arrêter et on va partager les réponses. Donc, on a 97 en ouvrant une pièce jointe malveillante, 57 en visitant un site web malveillant et 74 en installant une application infectée, puis juste 2 en lisant un article en ligne. Et les vraies réponses sont... Ouais. Les vraies réponses, c'est... Les 3 premiers. Oui. Est-ce qu'on le voit, Maria? Tu le vois? Parce que Oui. je te vois plus... Ah je oui, vois plus OK. ton visage, mais c'est correct. Là. Pas En besoin autant de qu'il voir voit... mon visage, c'est On correct. entend on voit les questions, c'est Ouais, ça qui c'est ça. compte, là, en fait. Fait que oui, c'est les 3 premiers. C'est vraiment le pièce joint malveillant. Fait qu'on reçoit un courriel avec un pièce joint, on clique dessus, puis on le sait. Une bonne partie
les logiciels rançongiciels sont là-dedans. Les sites web, ben, c'est encore une fois, si on clique sur un lien qui s'en va vers le site malveillant, qui on continue, c'est là que ça commence, ça déclenche le processus au niveau téléchargement de scripts ou fichiers. C'est sûr qu'il y a des instances où ce qu'on a vu, il y a des applications infectées. On a vu ça dans les nouvelles aussi. Certains fournisseurs de logiciels qui ont été genre, eux autres, ils ont été victimes d'un cyberattaque et ensuite les criminels, ils ont comme infiltré des applications non fonctionnelles ou avec des rançons logiciels malveillants dedans et ensuite ils ont comme publié ça pour tout le monde puis ils ont reçu. Moi, j'en ai pas vu au niveau en lisant un article en ligne. En fait, ça dépend des sites web que vous visitez puis qu'est-ce que vous lisez, là, mais historiquement, ici, chez Microage, on n'a pas vu de clients qui ont été infectés à cause d'un article qui a été lu en ligne. Mais j'imagine si tu cliques sur un lien qui est dans l'article, peut-être, là, ou les C'est ça. promotions qui roulent sur le côté. C'est ça. Ouais. OK, on passe au prochain. Les conséquences, si quelqu'un connaît le mot de passe de votre réseau, votre ordinateur ou vos applications sont lesquelles? Fait que c'est quoi les conséquences si quelqu'un connaît votre mot de passe d'ordinateur ou réseau ou application? Plusieurs réponses. Tu les lire ou Ah oui, ils peuvent usurper votre identité sur le réseau. Leurs actions sur le réseau vous seront attribuées. Ils peuvent accéder à vos applications, mais pas les informations stockées, ou ils peuvent accéder à vos applications et aux informations stockées. C'est quoi les conséquences? On va partir le sondage. Vous pouvez commencer à rentrer vos réponses. Oh. On va donner quelques instants. Celle-là est peut-être le monde pense un peu plus. Ouais. On est presque rendu à tout le monde. 5 secondes encore. Et voilà. On va arrêter le sondage et partager les réponses. Fait que on a 96% qui ont dit qu'ils peuvent usurper votre identité sur les réseaux. 95% qui ont dit leurs actions sur le réseau vous seront attribuées. Juste 4% qui ont dit ils peuvent accéder à vos applis, mais pas les informations stockées. Et 100%, ils peuvent accéder à vos applications et aux infos stockées. Donc, les réponses sont 1, 2 et 4. En fait, c'est vraiment ça. Ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent, en fait, sur votre réseau. Puis, soit qu'ils volent votre identité, soit qu'ils utilisent votre compte, soit qu'ils se créent leur propre compte administratif ou qu'ils utilisent un autre compte qui est dans votre environnement. Mais tout ça, là, il y a le but d'aller accéder les applications, les informations stockées, accès à vos informations au niveau des solutions de backup, rentrer à l'intérieur de tout ça, effacer, arrêter au niveau des sauvegardes. Ils peuvent tout faire, en fait, là, une fois qu'ils sont rentrés dans votre environnement. Pensez pas que parce que vous êtes juste un utilisateur standard et non admin avec pas beaucoup de permissions que ça va leur limiter à faire quoi que ce soit parce que, en fait, ils ont juste besoin d'un utilisateur pour rentrer standard et ensuite, ils peuvent faire des dommages en ils ont juste exploitant besoin plusieurs choses. une porte d'entrée, ce qu'ils ont Ouais. besoin. Et comme j'ai dit, une bonne partie, si vous avez des machines qui sont désuètes, qui ne sont pas supportées par le manufacturier, s'ils sont pas que les mises à jour, les correctifs ne sont pas appliqués à jour, si vous n'avez pas investi au niveau de la sécurité, ben ça, c'est tous des points que eux autres vont exploiter pour essayer de trouver un trou à quelque part et ensuite faire des dommages. Prochaine question, si vous créez un mot de passe long et complexe, vous pouvez utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes en ligne. Vrai ou faux? On va partir le sondage. Donc, ouais,
Encore une fois, si vous créez un mot de passe long et complexe, vous pouvez utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes en ligne. Vrai ou faux? Bon, je pense qu'on a pas mal tout le monde qui a répondu. Donc, on va arrêter le sondage et on va partager les réponses. Et donc, on a 11% qui ont dit vrai et 89% qui ont dit faux. Et la réponse? La réponse est faux. En fait, ils recommandent toujours de ne pas utiliser le même mot de passe partout. Surtout, il faut séparer côté travail versus personnel. Fait qu'ils disent de toujours avoir des mots de passe différents de votre entreprise parce que peut-être que votre entreprise, votre compagnie peut mettre tout en place au niveau de la sécurité, mais vous, à la maison, ben, peut-être que les criminels réussissent à rentrer dans votre environnement à la maison, puis infecter votre ordinateur, puis ensuite vous l'amener au bureau. Fait que s'ils sont capables de trouver le mot de passe, mettons personnel, qui est le même mot de passe au niveau de l'entreprise, c'est évident qu'ils vont essayer de rentrer dans votre entreprise. Fait qu'ils disent toujours de séparer ça. Oui, de faire des complexes, ça le rend un petit peu plus difficile pour les criminels, mais ça reste qu'il faut vraiment séparer les aspects. C'est la même chose comme qu'on dit toujours, ne pas utiliser, ne pas vous abonner sur mettons, des sites en ligne personnels avec votre courriel où ce que vous travaillez parce que ça crée une espèce de lien qu'on ne veut pas, en fait, là. C'est parce que ça les met ensemble, puis effectivement, ça va potentiellement faire un compromis au niveau de l'entreprise. Et la dernière Et question? la dernière question. Quel est le meilleur moyen de réduire le risque d'infection par des logiciels malveillants? Plusieurs réponses. Est-ce que c'est utiliser un antivirus pour les fichiers sur une clé USB, de jamais télécharger ou ouvrir des pièces jointes des courriels inattendus, utiliser un antivirus pour les fichiers téléchargés de l'Internet et pas cliquer un lien ou un bouton dans les courriels inattendus? Quel est le meilleur moyen de réduire le risque? Donc, on va partir le sondage. Donc, vous pouvez répondre. Encore une fois, il y a plusieurs bonnes réponses. Donc, celui-là est un peu plus difficile comme question. On va donner quelques instants encore. Bon, 5 secondes parce que presque tout le monde a voté. Parfait. OK. Fait qu'on va arrêter le sondage et on va partager les réponses. Fait qu'on a 51% pour utiliser un antivirus pour les fichiers sur clé USB. 98% qui ont dit jamais télécharger ou ouvrir une pièce jointe d'email inattendue. 86% utiliser un antivirus pour des fichiers téléchargés de l'Internet et 95% pour pas cliquer un lien bouton dans un email inattendu. Fait que, on va arrêter et vous donner la réponse ou les réponses. C'est le tout, les quatre, en fait. C'est vraiment de s'assurer qu'on a un antivirus en place qui va couvrir le point 1 et 3, qu'on a un antivirus en place qui est capable de faire le scan, la validation, s'assurer que tout va bien au niveau ce qu'on télécharge ou ce qu'on connecte dans notre environnement, que ce soit par USB, sur le réseau, que les fichiers qu'on télécharge sur Internet. Avec ça, je dirais un peu, ça ne parle pas d'antipourriel, mais ça parle d'une solution d'antipourriel aussi, parce que quand on reçoit des courriels, ben, la meilleure chose, c'est au moins d'avoir quelque chose au niveau du filtrage antipourriel pour être capable d'enlever une bonne partie de tout ça. Évidemment, quand on reçoit, la réponse 2 et 4, quand on reçoit des courriels qu'on n'est pas censé de recevoir ou c'est un peu bizarre, on les reçoit à 2 heures du matin
ou ça vient d'une source qu'on doute un peu, ben la réaction, ça ne serait pas vraiment de cliquer sur plein de choses, peut-être faire un peu de recherche ou carrément effacer ce courriel-là si on ne le connaît pas, ou de contacter cette personne-là. Si vous pensez que ça vient d'une personne que vous connaissez, ben peut-être de contacter cette personne, pas par le courriel, mais par un autre courriel ou un appel, un Téléphone. texte ou quoi que ce soit pour s'assurer que c'est vraiment bel et bien quelque chose qui est légitime. Ouais. OK. Là, on passe On à va notre... passer au petit courriel fraude ou légitime. On commence avec le premier. Je vais dire désolé, on peut pas passer la souris par-dessus les liens pour faire le pop-up de lien pour valider. Là, malheureusement, on fait un webinaire, fait que c'est difficile à faire. Mais c'est juste c'est des exemples, en fait, de ce que vous risquez de voir. En fait, c'est des gabarits de courriels les plus populaires que nous, on fait pour nos clients, puis qu'on a toujours un taux de cliqueurs assez élevé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Donc, on commence avec celle-là, puis pendant que je parle, j'imagine que vous êtes en train d'analyser ce courriel-là pour voir si c'est légitime ou pas. Je te laisse décider quand on arrête ça ou quand on passe au premier. Le sondage, le sondage. Oui, on va ouvrir le sondage en espérant qu'on a donné assez de temps pour que tout le monde regarde comme il faut le courriel. Et là, on vous demande, est-ce que vous pensez que c'est un hameçonnage ou c'est un courriel légitime? On a quand même un beau taux de monde qui ont voté vite. Ça se peut qu'ils ont reconnu des choses dans le courriel. On est presque à tout le monde qui a voté. Je vais donner juste 4-5 secondes de plus. Et on va arrêter. Et donc, on a 93 du monde qui pense que c'est un hameçonnage, puis 7 qui pensent que c'est légitime. Okay. Et... En ligne avec les statistiques qu'on a données au début, là. Ou presque. C'est vrai, hein? Oui. Oui. Donc, la vraie réponse, c'est? La réponse, c'est une fraude, en fait. Plusieurs raisons. Mis à part la source où ce que ça vient, le help desk trait d'union support, mais le O, c'est un 0 au lieu d'un O. Ça, c'est une indication. Mais le plus que moi, celui qui apparaît le plus pour moi, c'est je ne peux pas vraiment pointer, je ne sais pas si tu vois ma souris. Oui, on le voit, oui. Mais ce code expire après 10 minutes. Veuillez le saisir dès que vous recevez une sens d'urgence. Les cybercriminels utilisent souvent ça, une façon de dépêcher qu'au lieu de lire à travers le tout, cliquez ici. Ça expire dans 10 minutes, il faut cliquer tout de suite. Cette action-là ou ce mode de panique, ils s'attendent après que les usagers cliquent le plus rapidement possible sans lire, sans faire évidemment des recherches ou quoi que ce soit. Fait que c'est une fraude, en fait. C'est pas un courriel qu'on risque de recevoir pour un code. Il faut juste valider si. De un, quand on reçoit un code comme ça, c'est parce qu'on est en train d'accéder à quelque chose. Fait que si on reçoit un courriel, mais on n'a pas vraiment commencé une application ou se loguer à quelque part, si on n'a pas fait une action, mais pourquoi que je recevrais un courriel avec un code? Fait que ça, c'est le but du tout fait. En fait, c'est si on reçoit des alertes au niveau de rentrer les codes, puis on n'a rien fait, c'est parce que possiblement il y a quelqu'un qui essaie de rentrer ailleurs, puis essaie d'infiltrer dans votre environnement ou dans votre application ou quoi que ce soit. Ce que je trouve intéressant aussi, que au bas, ça te donne, ben si vous ne l'avez pas demandé, ben modifiez votre mot de passe parce que ça se peut qu'il y a quelqu'un qui essaie, fait que c'est quand même bien fait. C'est bien, oui, c'est parfait. C'est comme, fais-le en dans 10 minutes, puis si la personne dit, ben là, j'ai rien fait, moi, pourquoi je me demande? Ouais. Puis là, si on soupçonne que quelqu'un essaie de rentrer dans notre compte, ben on va cliquer sur modifier votre mot de passe. C'est ça. On va changer le mot de passe. C'est ça.
C'est bien fait. Ouais. OK. Deuxième, s'inscrire à la récupération des fichiers. Un courriel de Microsoft au niveau les virus et les menaces. On va vous donner quelques instants pour regarder le courriel comme il faut et décider si c'est un hameçonnage ou c'est légitime. Fait que, on va partir le sondage et vous nous diriez si c'est hameçonnage ou légitime. On a presque tout le monde à voter tout de suite. On attend, j'attends juste une couple de personnes de plus. Peut-être qu'ils m'ont écouté certains indices. C'est l'information, c'est ça. Ouais, ouais. OK. Fait qu'on va arrêter le sondage et on va partager. Fait qu'il y a 98% qui ont dit que c'est un hameçonnage et 2% qui ont dit que c'est légitime. Et 98% ont Ah, c'est une raison. fraude. Encore une fois, ben, en fait, j'ai parlé de ça, peut-être j'aurais pas dû le dire, mais le helpdesk dash support apparaît encore. Fait que, encore une fois, il faut toujours valider ou vérifier qui l'envoie. Un. Deux, c'est un peu vague comme courriel, surtout avec le bouton suivant. Pas tout à fait les méthodes au niveau du Microsoft. Le lien en bas, centre d'aide et support technique, encore une fois, très vague. Il manque des informations dans ce courriel-là, qui est typiquement pour un courriel de Microsoft. Puis c'est ça, il faut configurer les fichiers de récupération. Encore une fois, ça devient quelque chose alarmant pour l'usager, puis il faut qu'il clique sur certaines choses pour régler. L'aspect au niveau urgence est toujours là. Le prochain, booking.com. Désolé, c'est un courriel en anglais, mais c'est plus le format que je veux que vous regardez puis validez plus que d'autres choses. Mais c'est un courriel de Booking.com qui me dit qu'il faut refaire le password ou il faut aller remettre un password parce qu'il pense qu'il y a peut-être eu quelque chose de sécurité qui s'est passé. Ouais. Et donc, puis il donne les instructions comment faire et tout ça. Donc, je vous donne quelques instants de plus pour regarder ça comme il faut et après ça, on va passer au sondage. Donc, j'espère qu'on a donné assez de temps. On va lancer le sondage. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un hameçonnage ou c'est légitime? Encore une fois, on a presque tout le monde a voté. Okay. 3 secondes de plus. C'est bon. Fait qu'on va fermer et on va partager les résultats. Donc, on a 32% qui pensent que c'est un hameçonnage et 68% qui pensent que c'est légitime. Et Sergio, est-ce que c'est... C'est légitime. Là, le monde sont un peu plus vigilants. Hein? Je ne sais pas est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est un courriel que j'ai eu personnellement de Booking.com. Puis j'ai vérifié les liens, j'ai vérifié que c'est venu à mon email, n'est pas un email. Des fois, il y a 105 personnes dessus, des fois, il n'y a pas de personnes dessus. Fait que il faut vérifier. Mais de toute façon, j'ai pas cliqué sur les liens.
Parce C'est que ça. Explique à tout le monde qu'est-ce que tu as fait pour faire ouais, le parce que j'ai été formée, parce que j'ai un peu, je suis paranoïe. Donc, j'ai pas cliqué sur ces liens-là. J'ai été sur Booking.com, la façon que j'y vais d'habitude. Sur Booking.com, il y avait quand même un message qui disait, dû à certaines circonstances, on vous recommande fortement de changer votre password. Fait que j'ai vu que c'était vraiment légitime. Fait que j'ai été dans mon compte, j'ai été changer mon password, mon mot de passe. Et donc, tu sais, mais quand même que tout est beau dans le courriel, j'ai pas cliqué sur les liens. Ouais, non. Comme je Ouais, dis, c'est ça. là, il y Ben, a du ça, c'est monde la qui pense que nouvelle. je suis paranoïe, là, mais quand Non, même. mais c'est la nouvelle façon maintenant, malheureusement. Ouais. OK. Ben, pour être honnête, j'ai même vérifié avec mon entourage pour voir C'est s'ils ont sûr. reçu le même email. C'est sûr, oui. Puis j'ai dit non, clique pas sur les liens. Exact. Fait que c'est ça. OK. On passe au prochain, un courriel de Teams. Désolé, c'est un peu petit. Je sais que l'autre fois, on était capable de faire un zoom, mais j'ai peur de comme couper Ah ouais, en haut ou en bas. Fait qu'on va donner quelques secondes encore pour vérifier le courriel comme faut. OK. Fait qu'on va lancer le sondage. Hameçonnage ou légitime? Encore une fois, les votes rentrent vite et wow, OK, c'est bon. Va falloir être un peu plus, va falloir trouver d'autres choses. Oui, Elodie dit, vous êtes capable de zoomer sur l'image à l'aide de la roulette sur la souris. C'est vrai, si vous voulez Oups, zoomer sur votre désolé. ordinateur, vous pouvez le faire. OK. OK. Fait qu'on a tous les votes sont rentrés. On va fermer le sondage et on va partager les réponses. Fait qu'il y a 93 qui pensent que c'est un hameçonnage et 7 qui pensent que c'est légitime. Ouais. Et Ben, en fait, j'ai essayé de faire ce que Elodie disait, puis j'ai comme inattendu. J'ai comme été faire le prochain slide, mais c'est correct. non, mais même les personnes, je pense, Ouais. avec leur ordinateur et leur souris, me semble. OK. OK. Fait que oui, effectivement, un peu suspect d'où ça vient, là, Office for You 365. C'est pas un domaine qui appartient à Microsoft, puis on va même faire une recherche, puis ça apparaît carrément tout de suite là, que c'est pas quelque chose qui appartient à Microsoft. L'aspect c'est vague, c'est très vague. Encore une fois, si vous recevez un courriel comme ça, premièrement, il faut checker si vous avez du Teams, parce que si vous n'utilisez pas Teams, il n'y a aucune raison de cliquer sur ce genre de courriel-là. Deuxièmement, mais moi, je dis que c'est la faute de Teams et SharePoint parce qu'à cette heure, on peut faire tellement de choses, puis recevoir des invitations, puis des tâches et tout automatiquement qu'on est en train de cliquer sur tout, on n'arrête pas de dire, on ne prend pas le temps d'arrêter puis de dire, OK, je vais peut-être contacter l'utilisateur qui m'invite dans ce site-là de carrière ou la personne qui m'invite dans un site de Teams ou un groupe ou quoi que ce soit. Fait, prenez le temps de discuter ou de parler avec quelqu'un avant de cliquer sur ces liens-là. Parce que je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant que quelqu'un vous rentre dans un site Teams ou dans d'autres groupes, mais ça se peut que ça soit ça se peut que ça soit une fraude, en fait. On Encore une passe. fois, en bas, obtenez-le maintenant, apportez-le, c'est comme, faites-le tout de suite. Ouais. Parfait. On passe à la La, dernière. la dernier. Fait que chanceux pour ceux qui aiment Starbucks. Vous Ouais, avez 50% sur votre j'ai plus de café, prochain je vais venir en café. chercher, là. Marie, je 50%, te c'est vois. quand même bien, là, parce Ouais. que Starbucks, c'est pas donné, hein. OK. Fait qu'on va lancer le sondage.
Vous pensez quoi? C'est le fun parce que tout le monde a répondu. Quelques secondes encore. Parfait. Donc, on va fermer et partager. Fait qu'on a 64 qui pensent que c'est du hameçonnage et 36 qui pensent que c'est un vrai, un courriel légitime. Et la vraie réponse? C'est une fraude. Oui, je veux dire, celui-là, moi aussi, C'est là, pas évident. là, C'est pas évident. C'est un autre courriel très populaire avec nous, dans un mauvais sens, en fait, parce qu'il y a bien du monde qui clique là-dessus. Ça vient de, oui, c'est marqué Starbucks dans la personne qui l'envoie, mais c'est pas le domaine Starbucks, c'est plus juste un nom d'utilisateur qui s'appelle Starbucks à une compagnie Companies Discounts. Puis si vous recevez des cartes cadeaux comme ça, encore une fois, comme Maria disait avec Booking.com, quand tu as ouvert une autre session pour aller voir, faites la même chose. Si vous recevez ça, ben, ça prend une validation à quelque part pour voir si tout est correct. Celle-là, c'est pas évident. Ça, c'est pour ça mais qu'on l'a laissé pour le dernier. premièrement, s'il y a eu quelque chose dans la compagnie dont l'organisation vous dit merci, ben vous allez recevoir une communication de l'organisation qui va dire dans les prochains jours, dans les prochaines heures, whatever, on va vous envoyer un petit cadeau. C'était comme ça. Tu sais, je veux dire, vous serez, vous serez, vous serez, le monde vous le dit que C'est ça, il y a quand si même vous un allez avis ou un recevoir quelque avertissement. chose, C'est ça. ça apparaît pas de nulle part. Mm. Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là, mais j'ai dit à Sergio, celui-là, il a fallu que je pense un peu puis je regarde vraiment là, est-ce que c'est possible, Ouais. mais c'est ça. Fait que, OK. Donc, ça termine au niveau des questions, mais comme je disais au début, il y a certaines choses, puis on a parlé de l'expérience, notre expérience avec les incidents qu'on a subis avec nos clients cette année, mais il y a certaines choses qu'on doit absolument mettre en place, on appelle ça les bases. Il y a des choses qu'on doit mettre en place pour éviter ou pour diminuer le risque. Si on parle de permission, gestion d'accès, ben en fait, c'est vraiment juste d'avoir un environnement que il n'y a pas trop d'administrateurs qui ont le droit de faire tout dans votre environnement. Il faut mettre les permissions correctement pour les utilisateurs, aussi interdépartemental. Si quelqu'un n'a pas le droit d'aller voir dans les données d'un autre département, mais essaye de limiter ou de mettre des permissions d'une façon que la structure est plus sécure que tout est ouvert et tout le monde a accès à tout. Parce que quand quelqu'un se fait compromis, ben, s'il y a beaucoup d'accès, c'est sûr que ça rend la vie plus facile pour les criminels. Il y a la gestion des mots de passe. Une fois qu'on commence à regarder, OK, on ne peut pas mettre des mots de passe simples, il faut mettre complexe. Là, ça commence à être complexe en général pour sauvegarder tous ces mots de passe-là dans votre tête. Fait que ça prend une espèce de gestion de mots de passe, quelques dollars par mois, ça ne vous coûte pas grand-chose, mais ça donne un outil qui vous permet de sauvegarder tous vos mots de passe dans une place centralisée que vous pouvez accéder de votre téléphone ou votre ordinateur. Sans être obligé de se les souvenir écrire dans de un 40 fichier mots de Excel. passe ou de l'écrire sur un chiffrier Excel dans votre réseau. Parce que ça, on a vu ça aussi. Et je vais le laisser comme ça. Les correctifs. Assurez que tous les correctifs sont appliqués sur vos dispositifs, que ce soit poste de travail, portable, desktop, serveur, pare-feu, switch et tout. Là. Il faut mettre à jour le plus possible, le plus souvent, régulièrement, cédulé. Si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, bien évidemment, Microhash peut mettre un outil en place pour faire ça pour vous. Mais encore une fois, c'est une façon que le monde rentre avec les failles ou les vulnérabilités qui ne sont pas corrigées. La détection et le EDR qu'on appelle, le Endpoint Detection and Response, c'est l'antivirus de nouvelle génération. Il faut mettre un EDR dans votre environnement, fait que tous les dispositifs soient protégés avec une espèce de antivirus nouvelle génération avec
détection au niveau le comportement de la machine, le comportement des fichiers, comment ça se transfère versus la dépendance à un téléchargement d'un fichier signature du manufacturier style antivirus traditionnel qui n'est plus suffisant en ce moment. En ce moment, ce qui arrive, surtout avec les cyberassurances, ils vous obligent de mettre du authentification multifactorielle partout, le plus possible. Fait que si vous accédez juste à un environnement M365, Office 365, ben, vous avez le choix d'activer le MFA avec Microsoft. Il faut les activer, ces affaires-là. Et si ce n'est pas assez complexe au niveau Microsoft, ben, il y a des logiciels MFA qu'on peut mettre en place pour que ça se rende plus complexe et difficile pour les hackers de rentrer. Mais c'est ça, tout le monde commence à pousser l'activation du MFA partout. Là, aujourd'hui, on a parlé au niveau de la sensibilisation à la cybersécurité. Fait il faut investir dans vos employés, il faut investir dans la formation de vos employés. Parce que, encore une fois, c'est le maillon faible. C'est de là que les criminels vont tenter de rentrer dans votre environnement au lieu d'essayer de pénétrer un pare-feu qui est en place, qui est fonctionnel. Fait qu'eux autres vont aller d'une autre façon. Le plan B, qui est quasiment le plan A maintenant, mais le plan B de tout ça, c'est le B pour backup ou sauvegarde, c'est de faire des sauvegardes correctement avec une règle de sauvegarde qui permet de faire plusieurs copies de vos données et ensuite de sortir les données de votre entreprise, de votre réseau et d'avoir une copie de ces données-là c'est une copie immuable qu'ils appellent, c'est une copie qui n'est pas connectée à votre environnement en tout temps. C'est une copie qui est là à quelque part, soit disque dur ou sur cartouche, parce qu'ils le font encore comme ça, ou par copie infonuagique, mais après ça, la connexion est coupée, est enlevée, n'est pas vraiment associée à votre environnement. Puis c'est de cette façon-là que vous avez quand même un plan B si jamais vos données sont cryptées, mais il y a toujours quelque chose qui n'a pas été touché par les criminels. Et suite à ça, ben, je passe la parole à Maria. Oui, donc on est passé dans le temps, mais il reste quelques secondes ici. Là, fait que merci de votre participation à notre webinaire aujourd'hui. Nous vous encourageons à télécharger le livre électronique et à contacter votre microage local pour toute question. J'ai mis le lien dans le chat et Nancy a demandé si le PowerPoint sera envoyé. Le PowerPoint est disponible, vous pouvez aller le télécharger maintenant. C'est dans l'outil webinaire, c'est soit ça dit document ou ça dit handout. Mais le PowerPoint est là. Nancy, si tu ne le reçois pas, envoie un email et je peux te l'envoyer. Ou tu n'es pas capable de le télécharger, envoie-moi un email et je vais l'envoyer. Donc, nous espérons vous voir lors de notre prochain webinaire Microage parle technologie le 16 novembre. Nous avons un invité spécial qui nous parlera de M365 et la façon dont Microsoft, grâce à la technologie basée sur l'intelligence artificielle qu'il appelle Copilot, va stimuler la productivité de façon assez spectaculaire. C'est quand même, ça fait une couple de fois que je vois les choses que ça va être capable de faire et je suis contente et j'ai peur en même temps. Les invitations seront envoyées dans les prochaines semaines. Fait que, on espère de vous voir là. Sergio, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde d'être venu. Et merci à vous tous d'avoir passé la dernière heure et 5 minutes avec nous. Au plaisir de vous voir le mois prochain. Et avec ça, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci tout le monde.